Grève de 72 heures de l'INTM observée et les services minimum assurés. Énorme défi à relever pour la consolidation du respect des droits de l'homme pour cette nouvelle année. Les détails dans ce journal. Le comité des sages de l'INAFOM a tenu une conférence de presse ce jeudi 10 janvier 2019 pour expliquer la mise en place d'un nouveau bureau de l'INAFOM. Voici pour vous les sommaires de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Comme annoncé dans les titres, l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, a entamé ce mercredi 9 janvier 2019 une grève de 72 heures. C'est dans ce cadre que notre équipe de reportage a fait le tour de certains services publics pour voir si le mot d'ordre de grève a été observé et les services minimums assurés. Reportage Fatimata Koulibaly, Sidi Mahaman Sidibi. Après l'échec des négociations entre le gouvernement et l'Union nationale des travailleurs du Mali UNTM, la centrale syndicale a entamé ce mercredi 9 janvier une grande grève de 72 heures. Le mot de grève a été observé dans les services où nous avons passé et le service minimum assuré, à savoir le centre hospitalier universitaire Gabriel Touré et la mairie du district de Bamako. Suivons l'intervention du surveillant général de l'hôpital et le secrétaire général de la mairie. Vous savez, quand il y a grève, le service minimum est respecté, donc nous continuons à travailler. Mais ce ne serait pas comme les autres jours ordinaires où tout le personnel est là. Quand on parle de service minimum, ça veut dire que l'équipe de garde est sur place. Et tous les matins, tous les chefs de service viennent faire un tour à l'hôpital pour voir effectivement l'effectivité du service minimum. Ça, c'est une première étape. Et la deuxième étape est que le chef du personnel également fait le tour de tous les services avec la liste nominative du personnel pour voir encore effectivement si les gens de garde sont sur place pour la meilleure prise en charge des patients hospitalisés et les urgences qui arrivent. À la mairie du district, la grève a été observée par les syndicats INTM quand on sait qu'il y a des syndicats au niveau du district, les syndicats des travailleurs des collectivités, Centrac, et les syndicats, la section municipale qui est affiliée à l'INTM. Donc ce qui va sans dire qu'à ce niveau, vous comprenez aisément que ça ne peut pas être comme si c'était l'INTM seulement qui couvrait tous les services. Donc la grève a été observée de la part des syndiqués de l'INTM. Et de l'autre côté, dans le cadre du pluralisme syndical, et même il se trouve des gens qui ne sont pas syndiqués et ils viendront travailler. Pour ce qui concerne les contrats liés au principe de la grève, le service minimum a été assuré. Nous avons eu une concertation avec les syndicats, les associations de municipalités, afin d'observer ce. Nous n'avons eu aucun problème dans ce sens-là, aucune contrainte. Ceux qui voudraient travailler sont là pour travailler et ceux qui ont observé les grèves aussi l'ont observé. Rappelons que la centrale syndicale de l'Union nationale des travailleurs du Mali envisage la poursuite de la grève de 72 heures qui prendra fin ce vendredi 11 janvier 2019. Durant ces 3 jours, les usagers doivent prendre leur mal en patience. 2018 a été pour le Mali une année difficile pour les droits de l'homme, selon le président de l'Association malienne des droits de l'homme AMDH. Il nous parle des défis pour l'année 2019 afin de consolider le respect des droits de l'homme dans notre pays, le Mali. Il est au micro de notre équipe de reportage, Kadiatou Guindo et Roger Kanouti. 2018, effectivement, a été l'année de toutes les épreuves en ce qui concerne le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc il y a eu en 2018 la répression ou le musulman de la liberté de la presse, et vous le savez très bien. Il y a aussi les libertés fondamentales reconnues par notre constitution qui ont été aussi bafouées sous le prétexte qu'on est en état d'urgence. Et là aussi nous avons vu que l'État a fait une discrimination sélective. Une discrimination sélective en ce sens que les répressions, les manifestations de certains partis politiques, de certaines associations ont été bâillonnées ou ont été empêchées ou interdites
Par contre, il y a d'autres qui le font allègrement et le pouvoir participe même à ces manifestations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas voir en 2019 parce qu'il s'agit d'un acquis du peuple malien depuis 1991. C'est cette révolution de 91 qui a permis au peuple malien d'accéder à toutes ces libertés et on a réécrit la constitution du Mali pour permettre aux citoyens d'exercer pleinement ces libertés qui sont reconnues. Ensuite, nous avons eu un déficit dans la lutte contre l'impunité. Dans la lutte contre l'impunité en 2018 parce que nous avons assisté à beaucoup d'exactions, mais aucune action au niveau de la justice n'a été entreprise pour dissuader d'autres auteurs qui seraient tentés de commettre la même chose. Donc c'est ce défi-là aussi qui doit être relevé en 2019. Si je quitte ce domaine de l'insécurité, je viens au domaine de l'éducation. Vous avez compris que dans le centre du Mali, à cause de l'insécurité, il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées. Il n'y a pas d'éducation pour les enfants, il n'y a pas d'école pour les enfants. Il n'y a pas de services sociaux de base pour ces populations qui sont prises. Et comme nous aimons à le dire, entre la lutte contre le terrorisme et les pièges du terrorisme. C'est-à-dire que la lutte contre le terrorisme et les djihadistes. Donc il y a des populations qui sont vraiment prises au piège de ces deux systèmes-là, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme et le terrorisme lui-même. Donc ce qui fait qu'il n'y a plus de services sociaux de base, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a absolument rien. Même le commerce est difficilement exercé dans ces zones parce qu'il y a l'insécurité. Donc ça, c'est des défis qu'on doit relever. Nous reconnaissons les efforts de l'État, mais ces efforts-là, pour nous, sont insignifiants par rapport à la hauteur des exactions et par rapport à l'insécurité que nous vivons au centre du Mali. Nous avons aussi le droit à la santé. Le droit à la santé dans ces zones-là est presque inexistant parce qu'il n'y a plus de fonctionnaires, il n'y a plus de dispensaires, il n'y a plus d'hôpital au centre du Mali. C'est-à-dire dans ces zones infectées par les terroristes et les djihadistes, donc ce qui complique l'accès au droit à la santé. Donc, je dirais en quelques mots, voilà ces défis que l'État malien et toute la société civile malienne, c'est-à-dire, je veux parler des forces vives de la nation malienne, doivent essayer de relever pour qu'on puisse parler de l'État de droit et du respect des droits de l'homme. Nous avons tout simplement dit aux dirigeants d'associer les communautés dans la recherche de la paix et dans la lutte contre l'insécurité. Il faut obligatoirement associer les populations civiles. Il faut les organisations de la société civile. Par contre, ce qu'il faudrait éviter, il faudrait éviter d'aller à la prise de certaines lois. Lois prénommées souvent comme loi d'entente nationale, alors que c'est une loi qui est en train de désunir les Maliens, de mettre les Maliens dos à dos, parce que le contenu de ce projet de loi n'est pas du tout bon. Nous voudrons que l'État y réfléchisse et que l'État fasse une concertation avec l'ensemble des forces vives de la nation, surtout avec les organisations de défense des droits de l'homme. Parce que quand vous voyez qu'il y a une loi d'entente nationale, c'est parce que quelqu'un a souffert dans sa peau. Parce que si quelqu'un a subi un préjudice ou d'énormes préjudices, voilà pourquoi on veut parler de l'entente du pardon. Et comment voudrez-vous aller à cette loi sans associer ces victimes? Donc voilà le message que je lance à l'intention des dirigeants. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus la participation inclusive de toutes les forces vives dans la recherche de la paix. Et pour mettre fin à ce conflit, tous les Maliens doivent participer, sans exclusive. Après la mise en place d'un nouveau bureau, le dimanche 6 janvier 2019, le comité des sages de la dite association a tenu ce jeudi une conférence de presse pour expliquer le pourquoi de cette mise en place. C'était au Grand Hôtel de Bamako.
Après plusieurs malentendus entre le bureau sortant et le nouveau bureau mis en place, le Conseil des sages de l'Union nationale des anciens footballeurs du Mali, au cours d'une conférence de presse, ont donné plus de détails sur le bureau. Que nous, anciens, on était considérés dans les bureaux de l'UNFM, les bureaux sortants, on était considérés exactement comme des membres d'honneur à cause de notre âge, évidemment parce qu'on a joué au foot aussi. On a très souvent, quand il y avait des activités, on nous invitait. Il y en a qui partaient, d'autres ne partent parce qu'on laisse les plus jeunes faire. Pour jouer au foot d'ailleurs, pour la galerie, c'est les plus jeunes qui jouaient au foot. Alors, il y a quelques mois, peut-être 2 mois avant le décès de notre grand frère Fenani, et à son âme, il y a un groupe de jeunes anciens qui ont fait la gloire de ces pays, qui sont allés les voir pour lui demander d'intercéder auprès du bureau sortant pour qu'il fasse une assemblée générale et mettre un bureau en place. Alors, Nani, à ce moment-là, a appelé tous les anciens de sa génération et la génération un peu plus jeune, et pour nous informer de cela. Alors, quand il nous a informés, on a dit, bon, écoute, ce qu'il faut faire, il faut appeler le président sortant et lui demander de faire un conseil pour mettre un bureau en place, conformément aux vœux des jeunes qui sont venus nous voir. Alors on a attendu quelque temps, le Mounani a fait appel au président, il était en voyage, il a dit qu'il partait en voyage. À son retour, il est effectivement venu voir Nani. Et dans le salon de Nani, il a dit à Nani, bon voilà, moi c'est vrai que mon mandat est fini, et je peux vous assurer que je ne serai pas candidat à ma propre succession. Ça, c'est des propos que nous a rapportés Feu Nani, et, comme on dit chez nous, Abbé Tieso. Et c'est lui qui nous a dit ça. À partir de là, on a fait quelques réunions, 4 ou 5 réunions. Feu Mokhtar Maïga était à toutes les réunions avec nous. Donc, on était assez nombreux. Très souvent, on faisait les réunions avec des jeunes qui sont venus nous voir. Après, on a demandé à ces jeunes-là d'aller se concerter et essayer eux-mêmes de mettre un bureau en place. Et nous, on va proposer ce bureau à une assemblée. Alors, au bout de quelques temps, ils sont allés voir Blocus et lui dire que vraiment, ils n'ont pas pu s'entendre. Et ils souhaiteraient que les anciens eux-mêmes proposent un bureau à une assemblée. Encore, on a encore sollicité l'ancien bureau pour faire une assemblée. Ils n'ont pas voulu le faire. Alors, c'était déjà 3 mois quand on nous a consultés. Et maintenant, en ce moment, ça fait 7 mois. Alors, on dit, nous, on n'a pas le droit de mettre un bureau en place parce qu'on est considérés comme des membres d'honneur. Et dans le texte de l'UNAFOM actuellement, il n'y a pas de mot groupe de sages. C'est bien vrai, mais quand on est membre d'honneur, et à cause de notre âge, ben, on peut facilement s'ériger en groupe de sages, et c'est ce qu'on a fait. On a mis un bureau en place le dimanche passé, et le bureau va commencer à travailler. Et comme il y a des contestations, on voulait tout juste expliquer tout ce que je viens de dire aux gens, pour qu'ils comprennent qu'on n'a pas volé un titre pour gratifier l'UNAFOM d'un bureau. Rappelons que c'est la crise du football depuis 2013 qui engendre toutes ces divergences aux associations liées au football. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.